Talk to me. Talk to me. Bonjour chers amis, bienvenue sur JSF TV dans l'émission Votre Santé. Je vais vous poser une question directe. Comment allez-vous? Et c'est pas pour rien que je vous pose cette question. Vous savez, c'est une phrase qui remonterait à l'Antiquité romaine, au Moyen-Âge, et c'était la phrase complète, c'était comment allez-vous à la selle? Et oui, parce qu'on avait déjà bien conscience à l'époque que notre santé était directement liée à l'état de santé de nos intestins. Alors quand nos intestins vont bien, tout va bien. Et on va en parler aujourd'hui avec un expert. Alors il n'est pas gastro-entérologue, il n'est pas chirurgien digestif, mais il est expert quand même dans ce qui se passe dans nos intestins, avec notre microbiote intestinal, parce que sa spécialité de médecin interniste et de dermatologue l'a amené à explorer ce qui se passe au tréfonds de nos entrailles. Tout de suite, je vais l'inviter dans cette émission. Philippe, bienvenue. Professeur Bonjour. dermatologue et médecin interniste du côté de Besançon. Nous avons eu le plaisir de nous connaître puisque ça fait quelques émissions que nous faisons ensemble. Nous nous sommes même rencontrés directement chez toi il n'y a pas très longtemps. J'ai pu voir où tu habitais, où tu exerçais et comment tu exerçais. J'étais admiratif de ce que tu as mis en place et entrepris. Voilà, je vais te laisser la parole pour continuer cette présentation et puis surtout présenter tout de suite le livre que tu viens de sortir et qui va nous permettre de discuter un petit peu de ce qui se passe dans nos entrailles et pourquoi nos intestins sont à l'origine de notre santé, de nos problèmes de santé ou de notre bien-être. Eh bien, bonjour, docteur Eric Lanrivan. On se tutoie maintenant, Eric, puisque on se connaît bien, je pense, et on a une sincère amitié. Et en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais et d'admiration également. Je sais que tu es un grand chirurgien et que les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, tu t'es engagé, tu as d'autres missions pour soutenir la santé de nos concitoyens. Et tu le fais d'une autre façon que chirurgicalement, et tu reprendras le bistouri très peu de temps, j'en suis On va sûr. dire merci au Covid qui nous permet de vivre ces choses extraordinaires et ces rencontres-là. Allons-y tout de suite. Alors, tout de suite, je voudrais te poser une question, mais qu'est-ce que nos problèmes de santé nous disent de nos intestins, de l'état de nos intestins? Alors, ça, c'est la question qui est au premier plan, puisque Hippocrate disait votre santé se trouve dans votre intestin et dans votre alimentation. Il le disait mieux que moi. Et donc, en quelque sorte, également, c'est dans votre assiette. Et ceci est très important, puisque j'ai peut-être une petite prétention, mais de dire que je pense avoir mis le doigt sur un énorme problème qui vient des intestins et qui est à l'origine d'un grand nombre de pathologies aujourd'hui, et on va y rentrer petit à petit. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu évoques un terme sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais que je n'avais pas encore entendu autrement que par toi. Alors, donc, tu es dermatologue, médecin interniste. Alors, pour ceux qui l'ignorent, le médecin interniste, c'est celui qui fouille, comme un Sherlock Holmes de la médecine. Il fouille sur les pathologies que le commun des médecins ignore totalement. Euh, Parfois, c'est des syndromes rares. Mais alors,
Je voudrais juste savoir, mais qu'est-ce que cette spécialité a réellement à voir avec nos intestins? Oui, c'est une belle spécialité qui est, on va dire, la médecine générale qui s'occupe de tout, mais au niveau des spécialistes. C'est-à-dire que pour être spécialiste en médecine interne, il faut déjà avoir une autre spécialité le plus souvent, c'est-à-dire un pôle d'intérêt pour les maladies rénales, les maladies gastro-entérologiques, les maladies dermatologiques. En ce qui me concerne, j'ai voulu faire la dermatologie parce que c'est une très belle spécialité qui est ouverte sur toute la médecine en général, mais je ne pouvais pas concevoir de faire de la dermatologie sans être capable d'aller voir pour les maladies de peau les maladies gastro-entérologiques, neurologiques qui pourraient y être associées. Donc, la médecine interne m'a permis ainsi de mettre en relation des problèmes cutanés avec des problèmes internes, gastro-entérologiques par exemple. Puis petit à petit, mon combat contre les errances diagnostiques, les errances médicales, a fait qu'un grand nombre de patients sont venus chez moi en me disant essayez de résoudre ce problème, docteur, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je n'en peux plus, j'ai des douleurs dans le ventre, coups de poing, des coups de poignard, c'est intenable, la constipation. Et on me dit que je n'ai rien, on me dit qu'on ne voit rien, et pourtant je suis sûr que je suis malade. Et moi, ce que j'ai dit à ces patients, je suis d'accord avec vous, je suis sûr que vous êtes malade. Non, c'est pas dans votre tête. Je n'imagine pas quelqu'un qui va venir chez un médecin raconter des sornettes, se plaindre de symptômes qu'il n'aurait pas. Et donc, convaincu de cela, c'est la première étape et ça m'a permis d'avancer. En avançant petit à petit, depuis, on va dire, 2016, depuis le moment où quasiment j'ai quitté l'hôpital de Besançon, je me suis retrouvé à réfléchir pourquoi les gens ont mal au ventre et à trouver des solutions. Alors, je n'étais pas aussi avancé il y a 5 ou 6 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait des gros progrès, que j'ai compris un certain nombre de choses, petit à petit. Alors, le titre de cette émission, c'était effectivement, «C'est dans votre tête, vous allez bien, tout va bien». Vous êtes sûr docteur. En fait, c'est une phrase, c'est pas toi qui l'as dit cette phrase-là, hein, c'est la plupart du temps, c'est des médecins, des généralistes, des gastro-entérologues ou d'autres spécialités, mais comment se fait-il que finalement on va pas chercher plus loin et on psychologise, volontiers, tout ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que c'est un manque de curiosité? Est-ce que c'est, de la nonchalance? Je sais pas. C'est vrai que c'est assez étonnant que dès lors qu'on ne voit pas immédiatement la raison pour laquelle les gens se plaignent, qu'on aille tout de suite leur dire que c'est dans votre tête. C'est-à-dire que c'est psychique. Pour ne pas dire c'est psychiatrique, parce qu'en fait, ça voudrait dire cela. Donc, vous vous plaignez de quelque chose, vous avez mal, mais comme on ne voit rien, on va dire que vous n'avez rien. Non, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien. C'est pas parce que je vais à la pêche que je ramène pas de poisson qu'il n'y a pas de poisson. Et même, je pourrais même aller plus loin, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vie dans le lac ou dans la mer. Donc, convaincu qu'il y a bien du poisson, eh bien, je vais tout faire pour essayer de le mettre en évidence si c'est ça qui va permettre d'avancer les choses. Et donc, pour toutes les personnes qui disent, on me dit que j'ai rien, mais regardez comment je souffre, c'est intenable. Et c'est vrai que parmi toutes les maladies que j'ai déjà vues, celles-ci sont les plus intenables. Les personnes qui ont mal au ventre du matin au soir, qui se lèvent le matin, pliées en deux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est essayer d'aller aux toilettes pour essayer de faire des excréments qu'ils n'arrivent pas à produire. Et puis ensuite, ils doivent partir au travail sans avoir évacué leur intestin. Et puis, ils consultent et on leur dit encore, mais non, vous n'avez rien, allez vous reposer, faites du sport, etc. C'est pas acceptable. Donc, comment faire? J'ai déjà écouté ces personnes, beaucoup écouté. Racontez-moi, dites-moi. J'ai vu des points communs à toutes ces personnes. Et même chose. Donc, si c'était de l'invention, on n'aurait pas la même expression. Quand une dame me dit, ça fait 3 semaines que je ne suis pas allé aux toilettes, que je n'ai pas fait caca, je dis, mais c'est incroyable. Qui peut vivre comme ça? Personne, c'est extrêmement douloureux. Et je m'en inquiète. Je dis, comment faites-vous pour vivre? Elle me dit, mais c'est intenable. Je suis dans mon bureau plié en deux. Mes collègues me voient geindre, me voient pleurer. Et je n'y arrive pas. J'essaie par moi-même d'évacuer. J'ai tout essayé. Et n'y arrive pas. Et donc, petit à petit, convaincu que ces personnes avaient bien une maladie, essayer de savoir pourquoi, comment et comment ça se passe. Et là, on a beaucoup avancé. Vous êtes déjà nombreux les amis sur les canaux et merci
de votre présence ce soir. N'hésitez pas, puisque si vous nous écoutez ce lundi soir, 20h, maintenant 20h11, c'est en direct. Donc, si vous avez des questions à poser au professeur Imbert, c'est le moment sur le chat, on sera vigilant et on les passera éventuellement à l'antenne. Puisqu'il faut que ça soit, si c'est interactif, c'est pas plus mal. On vous remercie encore et merci aussi à tous les modérateurs qui s'arrangent pour que tout se passe bien dans le chat et qu'il n'y ait pas de vilains perturbateurs, même si c'est pas fréquent dans ce genre d'émission. On va revenir un petit peu sur ce livre-là, sur qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins. Si on répertorie en 2 parties, il y a des signes médicaux qui sont de type digestif et d'autres qui sont de type extra-digestif. Tout le monde connaît bien les maladies inflammatoires de l'intestin, ou du moins on a entendu parler, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, la rectocolite hémorragique. Certains ont entendu parler de côlon irritable et se sont fait affubler de cette étiquette. On va voir ce qu'il faut en penser, ou même plus récemment du SIBO, du Small Intestinal Bowel Overgrowth, publication microbienne intra-intestinale. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit peu le tri là-dedans? Parce que je sais que les Anglais font pas les Anglo-Saxons font pas le même tri que nous sur ces pathologies-là. Oui, alors il est vrai qu'on a essayé de donner des noms, des acronymes. Quand on ne peut pas décrire les choses, ben on va les appeler, on va leur donner un nom. Et donc, on a appelé le SIBO. SI, comme tu l'as dit, la pullulation microbienne dans le petit intestin. Donc, on a pensé que s'il y avait des gaz, les gens qui pètent très facilement pour des gaz qui sont gonflés, ben c'est peut-être parce qu'il y avait une pullulation microbienne. Mais on n'en sait pas plus du coup en disant ça. On met un mot. Et d'ailleurs, ça peut parfois faire du bien ou faire du tort. Certaines personnes vont s'accrocher à cela et chercher le médecin qui traite le SIBO. Alors qu'en fait, il n'y a pas de médecin qui traite le SIBO, il y a le médecin qui traite toute la symptomatologie autour de ça. Alors, effectivement, en France, on a découpé les maladies inflammatoires de l'intestin parce que c'est de cela dont on va parler aujourd'hui en 2 grandes catégories, 3 grandes catégories, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Dans le monde entier, ou plutôt dans le monde anglo-saxon, on va parler simplement d'IBD, Inflammatory Bowel Disease, maladie inflammatoire de l'intestin, et on va tout regrouper dedans. C'est pas plus mal parce que s'il faut, alors qu'on ne connaît pas grand-chose, discuter, réfléchir sur des maladies qui seraient a priori différentes alors qu'elles sont similaires, ça nous complique les choses. Moi, j'appelle tout cela MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou on pourrait l'appeler maladie de Crohn, peu importe. Il faut donner un nom à cette maladie de l'intestin qui est là. Elle est bien là. Elle donne des symptômes. On a mal au ventre, douloureux. Elle donne des symptômes fonctionnels. J'ai de la diarrhée ou j'ai de la constipation. J'ai des glaires. Donc voilà cette maladie. Et c'est de ça dont il faudra, bien Les sûr. glaires, c'est un peu une évacuation par l'anus de choses comme si c'était du blanc d'œuf, quoi. Oui, c'est ça. C'est glaireux, c'est une substance diarrhée comme un crachat, en quelque sorte. Et ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans l'intestin. Alors, le premier signe qui ramène un peu à l'intestin, il y en a beaucoup, et tu l'as dit, Eric, tout à l'heure, les signes sont le plus souvent extra-intestinal, extra-digestif. C'est-à-dire, une personne peut venir pour des vertiges. Quel est le rapport entre vertige et intestin? Eh bien, nous le verrons, il y en a beaucoup. Il y en a d'ailleurs presque autant qu'entre vertige et ORL, parce que tous ces malades, on les envoie chez l'ORL. Qui, le pauvre, se désespère en disant, mais arrêtez, m'envoyez pas vos vertiges. Moi, en tant que chirurgien ORL, je n'ai pas de capacité particulière à m'occuper de ces vertiges. Les vertiges, oui, viennent souvent de l'intestin. Les céphalées également, les maux de tête. Et là, c'est intéressant, mais comment va-t-on imaginer que ça vient de l'intestin? Et c'est cette démarche-là que je vais essayer de vous expliciter. Parce qu'en fait, l'avenir nous l'a dit, par exemple la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, qui sont des vraies maladies neurologiques, ont un pied dans l'intestin. C'est l'intestin qui, à un moment donné, est à l'origine, peu ou prou, de ces maladies-là. Donc, le symptôme, docteur, j'ai des vertiges, j'ai mal à la tête, je tremble, qu'y a-t-il d'autre, etc. Et le malade vient voir le médecin. C'est là où le spécialiste de médecine interne va poser des questions. Parce qu'il faut qu'on sache exactement d'où ça vient. Mais pas forcément des symptômes sur le vertige, parce que quand on a passé 3 minutes sur le vertige, on a quasiment tout dit. Mais des symptômes sur des questions sur tous les autres organes. Et donc, cette personne qui a ces vertiges, par exemple, on va lui poser des questions.
Premièrement, avez-vous mal à la tête? S'il y a mal à la tête, c'est déjà quelque chose. Avez-vous de la sinusite? Et quand on arrive ici, l'articulation temporo-mandibulaire, est-ce qu'elle est perturbée? Et on va descendre et on va arriver effectivement à un moment donné à l'intestin. Cet intestin, très vite, les personnes vont nous donner des symptômes. Et les premiers symptômes que l'on voit au niveau de l'intestin, ça va être de la diarrhée ou de la constipation. Et là, on va préciser, c'est une diarrhée, c'est des selles liquides. Qu'est-ce que vous appelez diarrhée? Ça vient combien de fois par jour, etc. La constipation, tous les combien? Et Oui, donc, parce que on va souvent, les gens interroger. confondent, hein. Ils ont une selle liquide et ils disent que c'est de la diarrhée. Or, c'est juste une fois par jour, donc on ne peut pas considérer ça comme de la diarrhée. C'est pas la définition. Exactement. Alors, dans ce domaine de la médecine, et notamment de la médecine interne, on est obligé de considérer les propos que tient le patient, parce que lui, il utilise ces termes. Il va utiliser le terme de diarrhée en lieu et place d'autres choses. Il aurait pu en effet dire j'ai des selles liquides, ce qui serait bien mieux. Combien de fois par jour? Une fois par jour ou deux fois par jour? Ce n'est pas de la diarrhée, mais moi, dans mon esprit, j'ai compris. J'ai compris qu'il voulait parler de ces selles anormales, anormalement liquides et qui viennent plusieurs fois par jour. Donc, on arrive à se comprendre, même si le terme doit être légèrement modifié. Donc, petit à petit, on en arrive. Il y a une chose qui est fondamentale, ça va être la démangeaison du corps. Parce qu'on va demander à cette personne, est-ce que vous vous grattez? Et la C'est là démangeaison, c'est qu'intervient le dermatologue. voilà. Et c'est la porte d'entrée dans la maladie phare dont j'ai déjà parlé l'an passé, qui est la maladie parasitaire intestinale. Puisque, en effet, la démangeaison, et vous avez vu tout à l'heure, je me grattais un petit peu par-ci, par-là, effectivement, cette démangeaison témoigne d'une infestation parasitaire dans les intestins par des parasites. Donc, ces parasites vont venir, sont dans l'intestin et vont se manifester. Alors là, c'est déjà énorme comme information. Tout d'abord, se dire que, bon sang, c'est triste, c'est dommage que le dermatologue n'ait pas été formé véritablement à cela. Toute personne qui a une dermatose qui gratte, eczéma, urticaire, ou qui se gratte de façon sans lésion dermatologique, nous devons penser à deux choses: maladie hématologique du sang, entre guillemets, les lymphomes ou les hémopathies, et deuxièmement, les maladies parasitaires. Dès lors que nous sommes dans le monde du parasitaire, là, nous avons énormément de choses à faire. Parce qu'en effet, ces parasites sont la cause des démangeaisons, qui sont la cause de la plupart des urticaires chroniques, vont dire qu'il y a une maladie de l'intestin qui est collante, glaireuse, exsudative, un intestin qui est collant. Et donc, il y a une entéropathie et ça y est, on a mis le doigt, oui, il y a bien une maladie de l'intestin. Mais il y a un problème là, Philippe. Un gros problème, c'est que tout ça, ça nécessite beaucoup de temps aux consultations. Ça nécessite un sacré investissement. Or, les consultations médicales, généralistes ou spécialistes, la moyenne, c'est 11 minutes. Comment ils font? Comment on peut faire en 11 minutes? On peut comprendre, hein, tous nos collègues qui ont dans un cabinet à faire tourner, ils ont des charges. La consultation médicale est beaucoup moins bien payée qu'une intervention d'un plombier. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire en 11 minutes pour pouvoir étayer un diagnostic aussi fouillé, aussi recherché que tu peux le faire ou qu'un interniste pourrait le faire? Mais tu as totalement raison, hein, et je pense qu'il faut le reprendre, ce que tu viens de dire, parce que les personnes ne se rendent pas compte de cela. Non, le médecin est toujours celui qui est le nanti, qui gagne bien sa vie, qui a les moyens. Mais le bon médecin, non, c'est pas du tout ça. Le bon médecin, il doit passer du temps, et il est vrai que ce n'est pas bien rémunéré. Et ça, c'est un gros problème, parce que le temps de consultation, c'est un temps de consultation de 10 minutes qui est payé quand on paye une consultation. Donc, si on veut une bonne consultation, si on veut, il faut que le médecin passe du temps. Et ce temps, effectivement, n'est pas dans les actes de la nomenclature de la sécurité sociale. Néanmoins, je sais que beaucoup de médecins vont prendre ce temps à leur détriment, mais dans l'intérêt de leur malade. Et prendre ce temps, c'est poser beaucoup de questions. Poser beaucoup de questions qui vont permettre d'avancer. Alors aujourd'hui, malheureusement, les médecins sont obligés de dire à leurs patients, ne venez qu'avec un seul symptôme.
c'est pas possible. Si la personne arrive avec un symptôme qui est la démangeaison, s'il n'a pas la possibilité, s'il n'a pas le droit de dire qu'il a de la diarrhée, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas découvrir cette maladie qui le fait souffrir depuis des années et des années. Donc oui, il faut du temps et là, le rôle des patients doit intervenir. Les patients doivent être les partenaires du médecin. Ils doivent aider le médecin à faire mieux considérer leur travail. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires de l'administration ne considèrent pas le travail du médecin à sa juste valeur. On prend les médecins comme des rigolos, j'allais dire. Pour le travail médical, il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus rigoureux et à haut risque. Donc voilà, on n'en dira pas plus ce soir parce qu'on a déjà abordé ce problème, mais c'est un souci et il faut que le partenariat médecin-malade aille dans ce sens-là. Alors, dès lors qu'on va prendre ce… Oui, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie, continue. Non, donc, dès lors qu'on va prendre ce temps pour pouvoir questionner, tomber sur la démangeaison, et dès lors qu'on a la démangeaison, on va aller plus loin, parce que là, ça y est, le malade va pouvoir parler de son intestin douloureux, et je vais rentrer dedans quand tu le souhaites. Autrement dit, dès qu'on a des symptômes digestifs, pouvoir chercher aussi l'extra-digestif. Et dès qu'on a vient pour d'autres pathologies, par exemple une uvéite, une sinusite ou des douleurs articulaires, penser à ce qui se passe aussi dans les intestins. C'est bien ça? Oui. Alors ça, c'est vraiment… Tu as une liste de questions que tu poses systématiquement aux patients et Oui. auxquelles les médecins pourraient se référer? Oui, très bonne idée que tu me donnes là. Effectivement. Alors, tout d'abord, je ne vais pas le dire pour vraiment que les gens achètent tous ces livres, mais il y a un livre qui est formidable que j'ai écrit en 2018, c'est Avez-vous un bon médecin? L'idée, c'était pas de montrer du doigt les médecins, pas du tout, mais c'était de montrer aux patients qu'il pouvait, lui, patient, faire en sorte d'avoir un bon médecin en se comportant comme un bon patient. Et c'est quoi un bon patient? C'est un patient qui a toutes ses prises de sang toute sa vie, et pas seulement la dernière, parce qu'il n'y a rien de pire de voir un patient qui arrive avec la docteur, j'ai la dernière prise de sang. Quand vous êtes malade depuis 15 ans, à quoi ça rime d'avoir la dernière prise de sang? À rien. Il faut des prises de sang de toute sa vie. Celle d'il y a 15 ans, d'ailleurs, c'est celle-là la plus importante. Donc, ne pas dire ça. En plus, pour la histoire, si dans la dernière prise de sang, il y a quoi? Il y a un dosage de cholestérol, bon sang, quel est le rapport avec des démangeaisons? Absolument rien. C'est un petit peu comme si vous aviez de l'eau dans votre cuisine, 50 cm d'eau, et que vous-même, propriétaire de votre maison, vous êtes tout fier de dire à l'entrepreneur qui vient, regardez, j'ai la dernière facture. Et la dernière facture, c'est quoi? C'est le remplacement des ampoules et des anneaux de rideau. À quoi ça rime? Vous voyez, ça rime à rien. Donc oui, que le patient soit un bon patient. Dans le livre Avez-vous un bon médecin? On vous explique comment être un bon patient. Et à ce moment-là, vous allez aider votre médecin à être le meilleur des médecins possible. Et donc, Là, par le contre, médecin je va vois poser venir des avec questions. l'hyperiosinophilie d'il y a 15 ans et les troubles digestifs actuels. C'est bien ça? Exactement. Donc, là, on va y arriver dans les examens. Donc, première question, comment je progresse? Et dans le livre que tu as montré tout à l'heure, qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins? J'explique tout le protocole. Alors, premièrement, je commence par le haut et je vais vers le bas. J'arrive ici. Est-ce que vous perdez vos cheveux? C'est une question facile, mais qui peut parfois orienter vers des carences. Bon, ensuite, avez-vous mal à la tête? Oui. Vous savez peut-être pas que la plupart des migraines viennent de un aliment que l'on mange, le gluten. Bon. Deuxièmement, la deuxième cause des migraines, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, la maladie de Crohn. Bon, c'est déjà énorme. Donc, la personne qui vient, quel que soit le symptôme, on trouve déjà des migraines, c'est déjà énorme. Puis on va en trouver d'autres. Ensuite, avez-vous des problèmes ophtalmologiques? Et la personne qui est suivie depuis des mois et des années par un ophtalmo pour des uvéites, inflammation du globe oculaire, ne sait pas que ça va intéresser ce médecin qui s'occupe du mal de ventre et des ballonnements. Donc oui, cette question est importante. Ensuite, on va descendre ici. Savez-vous que les sinusites chroniques, perte du goût et de l'odorat, viennent pour la plupart d'une maladie intestinale? Donc vous avez ça, une sinusite chronique, vous ne sentez plus les odeurs, vous n'avez plus les goûts. Eh bien, ça vient très souvent d'une maladie inflammatoire de l'intestin. C'est quand même assez formidable. Donc on recueille tous les symptômes, on descend, avez-vous de l'asthme? Et avez-vous eu de l'asthme? Quand vous étiez enfant, avez-vous eu des angines, otite, bronchite, rhinopharyngite? Et est-ce que vous opérez des amygdales? Donc on descend comme ça et on va recueillir un nombre impressionnant de symptômes. Et ensuite, et là, merci Eric de me tendre la perche,
Ensuite, je dis au patient, donnez-moi toutes les prises de sang que vous avez depuis le début de votre vie. Et là, le malade me regarde les yeux écarquillés, mais docteur, comment? Depuis le début de ma vie, mais je les ai tous jetées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient normales, soi-disant normales, parce qu'elles ne sont jamais normales. Et donc, s'il a eu le bonheur d'amener les prises de sang, je vais découvrir des anomalies il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et dans ces anomalies, je vais voir un chiffre augmenté de certains globules blancs qui, lorsque l'enfant avait 7-8 ans, me dit qu'il a commencé à contracter les parasites, les vers dans l'intestin, donc la maladie inflammatoire de l'intestin. Et voilà le premier travail du médecin, c'est interrogatoire de la tête aux pieds, organe par organe, puis ensuite questionner, regarder les prises de sang. Et là, on a quasiment le diagnostic à ce moment-là. On sait à ce moment-là précisément ce qu'a le malade. Alors, on se retrouve aussi avec l'intestin avec un petit souci particulier, c'est celui que le microbiote de l'un n'est pas celui de l'autre, à tel point qu'on pourrait presque parler d'une empreinte microbiotique, comme on parle d'une empreinte digitale qui est tout à fait spécifique. Et cette particularité de chaque individu est en grande partie liée à ce mode de vie et à depuis les débuts de sa vie intra-utérine, depuis sa naissance, est-ce qu'il est né par voie basse, par césarienne, est-ce qu'il a été allaité, est-ce que c'était suffisamment longtemps, est-ce qu'il a des produits de substitution, etc. Et dans l'enfance, est-ce qu'il y a eu des antibiotiques, est-ce qu'il y a eu des... C'est vrai qu'il faut beaucoup interroger les gens, même les personnes âgées, pour savoir s'ils ont eu des otites, s'ils ont eu des maladies ORL quand ils étaient petits, s'ils ont eu des antibiotiques, parce que ça ne se régule pas comme ça d'un coup. Quand on a des antibiotiques, malheureusement, ces médicaments-là, un tir un peu au napalm sur toutes les bactéries, les bonnes comme les moins bonnes, et sans faire le tri. Et c'est à ce moment-là que peuvent arriver, même des années après, des problèmes de santé. Bien sûr. Et pour te dire, déjà à ce stade de la consultation, donc là, ça prend pas énormément de temps, je sais déjà si la personne a telle ou telle maladie. Je vais te dire, quand la personne me dit, quand j'étais nourrisson, ou à l'âge de 3 ans, j'ai été opéré des amygdales et de végétation. Oh, un point énorme. J'ai eu des régurgitations et des coliques du nourrisson. Fantastique. J'ai eu des angines, des otites rhinopharyngiques. Et là, ça y est, je sais, vous avez une maladie que le docteur Rancé, RANCE des hôpitaux de Toulouse a parfaitement décrite, une intolérance aux protéines de lait de vache. Vous avez 50 ans, vous me racontez ça tout de suite, je sais que vous avez une maladie de l'intestin secondaire à cette intolérance aux protéines de lait de vache. C'est un des éléments de la maladie pour lequel vous venez me consulter. Ça, c'est fantastique. Alors, vous allez vérifier cela en regardant la courbe de croissance de l'enfant. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la courbe va s'infléchir. Elle va baisser un peu. Ça veut dire que l'enfant n'a pas grandi comme il aurait dû, par exemple, entre 3 mois et 9 mois. Il y a parfois des périodes de 2 ou 3 mois où l'enfant n'a pas pris 1 centimètre ou 1 kilo. Et personne ne s'en était inquiété parce que c'était dans la vie de tous les jours. Donc là, vous avez cela. Et maintenant, vous descendez plus bas. Et vous apprenez qu'ici, la personne fait de l'asthme. Alors, cette asthme, il peut venir du lait de vache aussi. Et donc, quand on dit lait de vache, c'est le lait, le beurre, le yaourt, les petits suisses, le fromage, la crème. Et que ce lait de vache aujourd'hui est un des facteurs, il faut le dire maintenant, il faut avoir le courage d'affirmer les choses, est un facteur de déclenchement des maladies inflammatoires de l'intestin, comme nous allons le voir. Et puis ensuite, petit à petit, nous allons découvrir quoi? Des éléments qui nous disent, attention, cette personne est intolérante au gluten, c'est-à-dire à la maladie de Volta ou la maladie de Lebvol. Alors, ça paraît un peu compliqué. Mais non. Il faut savoir qu'en 2010, c'est pas vieux, et on parle du gluten depuis pas mal de temps. En 2010, les États-Unis ont déclaré nous avons des terrains, je veux que des sociétés américaines viennent y planter du blé. Nous avons besoin de blé pour notre population. On doit la nourrir. Il faut planter du blé. On ne va plus l'acheter dans le commerce extérieur. On n'a pas les moyens. Donc, des sociétés sont venues, américaines, planter du blé, mais un blé résistant, costaud pour nourrir toute la population. Et ce blé, on y a ajouté des pesticides parce qu'on veut qu'il pousse bien et vite. Donc, du blé glyphosatisé se trouve dans nos assiettes, en gros, depuis 2010. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Tout va bien. Les États-Unis ont du blé à foison.
Et on mange ce pain, ces gâteaux, ces hamburgers, tout ça est très bon. Sauf que des maladies surviennent. Quelles maladies? Mal au ventre, des maladies de Crohn, des thyroïdites de Hashimoto, des épilepsies, des maladies de Parkinson, sclérose en plaques, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, toutes les maladies que l'on sait aujourd'hui être dues au gluten. Et qui remarque ça? Un docteur en Grande-Bretagne, aux États-Unis, docteur Paul. Il voit énormément de gens malades de plein de choses qu'il ne voyait pas avant. Il se dit, bon sang, ça doit venir du gluten. Alors, il fait un premier article et il a un peu peur de se faire taper sur les doigts. Et à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites un mot plus Claude, et alors là, c'est encore pire que cela. Il ose à peine le dire. Il dit, moi, je pense que ces maladies, cette épilepsie, je pense que cette polyarthrite rhumatoïde chez mon malade provient du fait qu'il prend du gluten. Et petit à petit, il fait un peu marche arrière. Il dit, en 2012, il dit, oui, mais peut-être c'est la mode, faut pas que je m'emballe trop, dit-il. Alors que déjà, tout le monde parlait du gluten, il a peur, il n'ose pas le dire. En 2013, docteur Restamo a publié également un article avec beaucoup d'appréhension, parce qu'il a peur de se faire critiquer par les producteurs de blé. Et c'est un malade qui l'oblige à publier. Docteur, je veux que vous publiez mon cas. J'étais asthmatique, j'avais mal au ventre, j'avais de l'épilepsie, j'avais ceci, j'avais cela, vous m'avez arrêté le gluten, j'ai guéri, je n'ai plus rien de tout cela. Je veux que mon cas soit publié. Et donc, le docteur a bien dû publier ce cas, avec le nom d'ailleurs du patient. Et 2013. Et puis, un petit silence, et en 2015, docteur Lebvol, et c'est l'article que je vois, moi, c'est l'article d'un de mes copains, docteur Paul Rodolakis, m'envoie, il me dit, Philippe, tu as vu ça? Toi qui parles du gluten depuis longtemps, tu as fait un article en 2006, tu savais déjà que le gluten par lui-même était dangereux. Eh bien, C'était là déjà encore, précurseur en davantage. 2006, ça fait il y a 20 ans, c'était déjà bien précurseur cet article. Et j'étais un peu précurseur parce que le gluten en soi, intrinsèquement, a déjà des défauts qui font que certaines personnes vont être sensibles à ce gluten. Et ce gluten est devenu davantage sensibilisant, j'allais dire, depuis sa transformation avec les pesticides, etc. Et donc, il m'envoie cet article de l'école, et pour moi, c'était la première fois que quelqu'un parlait de ces maladies dues au gluten. Et je me suis appuyé là-dessus, j'ai appelé tous ces syndromes de l'Ebvol, jusqu'au jour où j'ai vu que c'était Volta, en fait, que j'appelle maintenant syndrome de Volta, et maintenant j'ai un peu évolué, je vais vous dire pourquoi après. Donc oui, il y a bien une maladie due au gluten. Personne n'osait le dire, on avait peur. Et même les journalistes écrivaient dans le journal Le Monde, le régime sans gluten ne sert à rien. Mais il ne sert à rien chez les gens qui n'ont pas d'intolérance au gluten. Or, on sait aujourd'hui qu'une personne sur 10 est intolérante au gluten. Et la meilleure chose que vous puissiez faire si vous êtes épileptique, c'est de vous renseigner sur le rôle du gluten, voir les publications, d'aller voir l'association Stellior à Genève, qui travaille là-dessus, une association de patients, de choses comme ça, qui ont pu faire la preuve que quand on supprimait le gluten des patients épileptiques, ils ne faisaient plus d'épilepsie. Et donc, on a eu toute cette preuve petit à petit du rôle délétère du gluten, si bien que des articles scientifiques sont sortis. Évidence du régime sans gluten dans la sclérose en plaques, évidence du régime sans gluten dans ceci et cela. Bien entendu, s'il y a 4 trous sur un tuyau, c'est-à-dire s'il y a le lait de vache, qui est souvent associé à l'intolérance au gluten, s'il y a les parasites, parce qu'il faut qu'on parle des parasites également, s'il y a tout ça, il ne suffit pas juste d'arrêter le gluten pour aller mieux. Non, il faut arrêter le lait de vache, le gluten et traiter les parasites, et là, on va avoir de très bons résultats. Donc oui, cette maladie-là, rancée du lait de vache, lait de vol dû au gluten, donne une entéropathie sur laquelle des parasites vont venir, donner des démangeaisons dans les cheveux, dans les oreilles, donner des cystites, des mycoses. Ça, c'est un point sémiologique que j'ai apporté. Je pense que j'en suis très fier. J'ai pu apporter ces symptômes-là à la communauté pour dire, madame, vous qui croyez avoir des cystites, ce ne sont pas des cystites, ce sont des fausses cystites. Vous avez cela parce que vous avez des parasites intestinaux. Vous, madame, qui Oui, pensiez tu nous avoir avais des raconté mycoses, dans ce ne une sont pas des précédente émission que tu avais facilement traité par des antiparasitaires intestinaux, des personnes qui avaient des cystites qui traînaient depuis très longtemps et dont les antibiotiques et pour lesquels les antibiotiques étaient parfaitement inefficaces. Et les gens n'avaient plus de cystites dès lors qu'on s'était attaché à leurs problèmes purement digestifs.
Merci. Et quand on sait que ces propres parasites, vous voyez, tout enchaîné, peuvent faciliter le développement de l'herpès virus, peuvent faciliter le Mm. développement du papillomavirus, c'est-à-dire ce virus qui donne le cancer du col de l'utérus. Tout ça a été bien démontré dans les publications. Bien, quand on en arrive à ce stade-là, que l'aliment, le laitage, le gluten, favorise les parasites et donc peuvent favoriser ces virus, eh bien, on a tout intérêt à y réfléchir, à s'y concentrer et à faire un diagnostic. Donc, voilà comment on est arrivé. Mais je me suis arrivé que, au moment où à toutes ces personnes-là, je leur dis, faites ceci, arrêtez le laitage, arrêtez le gluten, traitez les parasites, et vous allez voir, vous allez aller mieux. 80% m'écrivaient formidable, docteur, je vais beaucoup mieux, je dis presque plus rien. Mais 20% continuaient de me dire, c'est pas possible, j'ai encore mal. J'ai encore des coups de poignard, je ne peux plus. Et c'est là où j'ai repris mon travail de médecin en me disant, bon sang, ils ont ces symptômes, on leur dit qu'ils n'ont rien parce que la coloscopie est normale. Mais est-ce que le fait d'avoir une coloscopie normale veut dire qu'il n'y a rien? Le rhumatologue, quand le malade a des douleurs articulaires et qu'il fait une radio des articulations, il ne voit rien sur l'articulation. Et il ne dit pas, il n'y a rien. Il n'annule pas son diagnostic de polyarthrite. Donc, je me suis dit, ces gens qui ont une coloscopie normale, ils ont quand même une entéropathie, une maladie inflammatoire de l'intestin. Et de quelle maladie s'agit-il? D'une maladie du petit intestin, celui qu'on ne voit pas. Et c'est là où, en cours de rédaction de mon livre, donc vous voyez que c'est récent, j'ai dit, il y a une entéropathie, une entérite, maladie inflammatoire comme rhumatisme pour les articulations, microscopique parce qu'on ne voit rien. Et dès lors que j'ai posé le diagnostic, à ce moment-là, est venu directement le traitement de cette maladie de Crohn du petit intestin. Et tous les gens, les 1% qui étaient restés sur le carreau, j'allais dire, sans traitement, ça y est, étaient pour la plupart soulagés et traités. Donc, il y a un nom sur une pathologie pour laquelle on disait jusqu'à présent qu'il n'y a rien. Et il y a une possibilité de traitement. La meilleure thérapeutique déjà, on va y penser, on va en parler tout de suite, hein. Avant de traiter quoi que ce soit, c'est avant tout l'éviction. Dès qu'on a détecté l'agent pathogène, on l'évite. Si c'est le gluten, ben, c'est compliqué, hein, parce que dans l'alimentation, il y en a beaucoup, il y en a partout du gluten. Oui. Si c'est le lait de vache, c'est pareil, il faut prévoir de faire une éviction, de remplacer par d'autres choses. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut savoir si oui ou non il s'agissait réellement, non pas d'une allergie, hein, c'est pas une allergie les amis, c'est d'une intolérance, hein. Il s'agissait réellement d'une intolérance à ces produits-là. Oui, pas besoin, et surtout pas, ne cherchez pas de marqueurs biologiques, il n'y en a pas. Donc, quelqu'un qui dit, Mmh. mais moi, j'ai pas d'allergie, mon docteur m'a dit que j'avais pas d'allergie ou d'intolérance au gluten, regardez, la prise de sang est négative. Mais il n'y a pas de prise de sang, donc forcément, elle est négative. C'est pas parce que je vais à la pêche, je ramène pas de poisson qu'il n'y a pas de poisson dans la rivière. Mais en tant que médecin, moi, je dis à mes autres collègues, regardez ce signe-là, hypergamma polyclonal. Regardez cette autre anomalie biologique. Ça nous dit qu'il y a bien la maladie, mais on la voit pas, c'est pas écrit, etc., etc. Alors quand on a fait l'éviction du gluten ou du lait de vache, et qu'est-ce qu'il y a par la suite à faire pour voir sa santé intestinale et donc sa santé en général s'améliorer? Oui, alors beaucoup de choses vont mieux, les maux de tête vont mieux, le brouillard cérébral s'éclaircit, les patients de téléphone me disent c'est fantastique, les douleurs ostéo-articulaires disparaissent au bout de 4 semaines. Il faut quand même un certain temps, hein. Il faut boucher tous les trous du tuyau, hein. Il ne faut pas en laisser un ouvert, sinon on ne verra pas le résultat. Donc on traite tout ça, il y a une amélioration spectaculaire. Le ventre va beaucoup mieux, il y a moins de gaz, moins de ballonnement, moins de diarrhée, moins de constipation. Bref, les symptômes s'améliorent. La sinusite, par exemple, la personne me dit au bout de 6 semaines, j'ai retrouvé le goût et les odeurs que j'avais perdues depuis 15 ans, etc., etc. Mais il a fallu très souvent, dans 20% des cas, passer au stade du traitement de la MICI, en cas présent, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qu'on ne voulait pas désigner parce qu'on ne la voyait pas dans les analyses, dans les fameuses prises de sang habituelles ou dans la coloscopie, on ne le voyait pas, eh bien, il a fallu quand même se décider de traiter pour avoir les résultats. Et c'est ça qui permet enfin de poser ce diagnostic et d'affirmer, oui, vous avez bien une maladie inflammatoire de l'intestin, donc une maladie de Crohn, mais à quel endroit du petit intestin. Quels sont les signes dermatologiques qu'on pourrait voir en cas d'intolérance au gluten?
Alors, ça, c'est un point extrêmement fort. Il y en a deux, j'allais dire, dans ce livre. Premièrement, en 2016, je prends conscience que les personnes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin ont un tissu conjonctif particulier. Le tissu conjonctif, c'est le tissu des ligaments, des tendons, des faisceaux qui soutiennent les muscles. Et donc, toutes les personnes qui ont une maladie de l'intestin, la plupart ont des problèmes tendineux, ostéo-articulaires. C'est-à-dire que si on touche sur une insertion de ligament, ici ou là, etc., on va avoir des douleurs. Et d'ailleurs, dans les livres de médecine sur la gastroentérologie, on dit aux étudiants en gastroentérologie, oui, les malades ont des douleurs d'insertion, ce qu'on appelle des anthésopathies, des douleurs qui existent. Donc ça, je le confirme. Il y a cette laxité. Et en 2016, je décide de faire une étude avec une de mes étudiantes, Lauriane Louvrier, et on fait une très belle étude observationnelle où on regarde tous les gens qui sont hyper laxes. Et parmi ces gens-là, il y en a qui ont des laxités telles qu'on les appelle syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie tout à fait particulière, Ehlers-Danlos, et que cette maladie-là, ce syndrome-là, va être associé très fréquemment à une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc oui, Est-ce qu'on il peut y a une... détailler un petit peu ce que c'est que la maladie d'Ehlers-Danlos? Oui. Alors prenez votre tissu conjonctif. Il y a des personnes qui vont faire des entorses. Ils vont Ça veut dire, faire les amis, des... qu'on en a quand même quelques kilos dans le corps. Hein. C'est aussi ce qu'on appelle les fascias. On a une dizaine ou une quinzaine de kilos. Oui, alors là, c'est tous ces fibres de collagène qui partent d'une insertion osseuse pour aller à une autre insertion osseuse. Entre les deux, il y a le muscle. Donc, ces faisceaux de collagène qui vous permettent d'allonger votre doigt en tirant sur le ligament, etc. Ces petits ligaments qui vous tiennent les vertèbres de chaque côté. Et quand ils sont trop tendus, ben vous avez mal, vous appuyez dessus, ça fait encore plus mal, ça soulage. Bref, tous ces faisceaux-là sont très importants en médecine et ils sont douloureux dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est un argument de plus. Et donc, je confirme cela, et je confirme même davantage, c'est-à-dire que les gens qui ont une maladie de l'intestin sont hyperlaxes. C'est-à-dire que quand ils allongent le bras s'allonge à plus de 180 degrés. Lorsqu'ils sont couchés sur le dos, les deux pieds partent un petit peu vers l'extérieur. Ils peuvent même avoir une sorte de scoliose. Vous voyez. Que dire de plus? Quand on fait plier le pouce pour le ramener vers l'avant-bras, et tout ça se trouve dans le livre, avec des photographies qui montrent comment faire et quels sont les signes que l'on découvre dans ce tableau-là. On appelle syndrome hypermobile. Et puis, il y a deux docteurs qui ont dit, mais c'est terrible cette maladie, elle donne des douleurs incroyables. Les gens sont très, très douloureux, ils ont mal partout, même au moment de l'accouchement, quand ils donnent naissance à un petit bébé, au niveau du pelvis. Tout ça est très douloureux, même au niveau de l'anus, où il y a des ligaments qui contractent. Bref, tout ça est très douloureux. Et à tel point que quand ça dépasse certaines limites, on a appelé ça le syndrome d'Ehlers-Danlos, du nom de ces deux personnes, E-H-L-E-R-S et Danlos, D-A-N-L-O-S. Donc, voilà, on a ce syndrome hyper douloureux des tendons des ligaments. Et donc, j'ai remarqué que si on a ça, on a une hyperperméabilité intestinale. Un leaky gut, ce fameux leaky gut dont on parle depuis longtemps, intestin perméable. Et là, c'est la porte Du fait d'entrée de ce dans nos défaut maladies. du tissu collagène. Voilà. Si bien que le tissu collagène conjonctif qui soutient notre muqueuse de l'intestin, qui est posée dessus, cette muqueuse posée dessus ne tient pas bien, parce que le tissu conjonctif n'est pas solide. Et donc, ces cellules vont se séparer comme ça, et laisser même passer des microbes au milieu, voire même passer des métaux lourds. Et donc, on va avoir cette hyperperméabilité intestinale. Eh bien, ça, c'est le point commun à toutes les maladies dues au lait de vache et au gluten. C'est parce que ces cellules s'écartent les unes des autres qu'on a les maladies inflammatoires de l'intestin, le fameux leaky gut. Ça a été formidable de le décrire, de le rapprocher de ce tableau ostéo-ligamentaire. Mais alors, quand on sait ça maintenant, comment est-ce qu'on peut traiter, à part l'éviction du gluten et des protéines de lait de vache? Il y a peut-être d'autres choses à faire.
Oui. Alors, quand on sait ça, on a fait un pas énorme en avant. On sait le mécanisme ou les mécanismes d'action. Donc, on va essayer de corriger petit à petit. Pour le corriger, il faut arrêter les aliments qui vont l'aggraver, le majorer, c'est-à-dire le lait de vache, le gluten. Et on va apporter également les traitements contre les parasites qui, eux aussi, aggravent tout ça. Et on va apporter des produits, des médicaments ou des compléments alimentaires qui vont réparer la muqueuse, parmi lesquels peut-être on peut en citer quelques-uns, Eric, glutamine et d'autres produits qui pourraient m'aider à citer pour renforcer cette fonction barrière de l'intestin grêle. Alors, est-ce qu'il y a une question qui est apparue là, qui est intéressante. En concernant les parasites intestinaux, est-ce qu'il faut envisager de se déparasiter de façon systématique, même en l'absence de preuves de parasitose, ou est-ce qu'il faut attendre un examen positif? Surtout pas. Et là, dans ce domaine de la médecine, ne comptons pas sur les examens. Laissons les examens de côté, parce qu'ils sont le plus souvent négatifs. Et quand un examen est négatif, le malade a tendance à nier l'existence de la maladie. Regardez, mon analyse est négative, donc je n'ai pas la maladie. Mais non, moi je dis pas, regardez, je suis allé à la pêche, j'ai rien ramené, donc de toute façon, pas du tout. J'ai rien ramené, ok, je vais voir autrement comment savoir s'il y a du poisson. Donc, ne considérez pas les résultats d'examen comme étant très importants. Non, on travaille par élimination, toujours. Et donc, on ne dit pas, il n'y a pas, donc j'ai pas. Non, surtout pas. Donc, on ne va pas faire ces examens. Ça pourrait être une parasitologie des selles. On peut la faire, mais combien de malades ont gardé des démangeaisons pendant 20 ans au niveau de l'anus et sans jamais se traiter alors qu'ils avaient des démangeaisons épouvantables? Ça me gratte au niveau de l'anus, docteur, et personne ne m'a traité. Dès qu'il y a des démangeaisons au niveau de l'anus, on doit traiter, que 9 fois sur 10, c'est dû à des parasites. Donc, c'est très important de traiter. C'est là la preuve de l'existence des parasites, c'est l'efficacité du traitement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une preuve clinique ou biologique, mais une suspicion suffit pour envisager une déparasitose. Oui, parce que le traitement, le rapport bénéfice-risque, on parle comme ça aujourd'hui en médecine, eh bien, est très en faveur de l'intérêt du traitement. Vous vous traitez, vous aurez beaucoup plus de bénéfices que de ne rien faire. Donc, il faut se traiter et on verra les résultats 15 jours après. Ben, docteur, formidable, je ne me gratte plus. Et alors, est-ce qu'il faut envisager de le faire même si on n'a aucun signe, en se disant, bon, ça ne mange pas de pain, je vais le faire, je vais me déparasiter tous les ans ou tous les 6 mois, ou est-ce que c'est un peu Oui, du talisman? oui il faut savoir que si vous avez une entéropathie, maladie inflammatoire de l'intestin, ce que j'appelle une entéropathie exsudative, qu'on a la possibilité dans les analyses de sang de savoir que ça suinte au niveau de l'intestin grêle, ça colle, la muqueuse, elle est toute gluante, toute collante. Les Dès lors fameuses qu'on a glaires le dont on moindre parlait tout à l'heure. comment? Les fameuses glaires dont on parlait tout à l'heure. Voilà, dès lors qu'on a ça, on peut dire qu'il y a des vers, donc il faut traiter. Et les malades m'ont appris, c'est le rôle de cet échange médecin-malade, les malades m'ont appris que quand on avait été parasité, il faut se retraiter tous les 6 mois. Parce que la maladie parasitaire revient, se redéclenche. Pourquoi? Parce que les vers viennent reprendre leur place et se recoller tout le long de la muqueuse et vont donc nécessiter un nouveau traitement. Quand est-ce que le traitement Alors, se de quelle traite? manière se traiter, se déparasiter? Est-ce que c'est des médicaments ou est-ce que c'est des Alors, on produits a deux phytosanitaires? façons. Premièrement, les médicaments. Il est vrai que pour asseoir, pour faire le meilleur traitement possible, dans un premier temps, ça va être les médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils ont été étudiés et que l'on sait qu'ils vont être efficaces. Donc, pour ne pas perdre de chance au malade et ne pas le décourager, parce qu'il a déjà suffisamment de découragement tout au long de sa vie, on va le traiter. Donc, traité par des médicaments. Ces médicaments s'appellent Fluvermal. Les personnes ont beaucoup entendu parler de ce médicament que le pharmacien peut délivrer sans ordonnance de médecin, Fluvermal, sur les arguments, bien sûr, que vous avez une parasitose. Et vous avez aussi l'albendazole. L'albendazole, c'est un médicament que le médecin va vous remettre sur ordonnance. Voilà. Intéressant Oui, parce que c'est une prise unique. oui, c'est très facile et c'est pas compliqué. On peut traiter les petits-enfants, on peut traiter des bébés même parfois, parce que le parasitisme, l'infestation parasitaire commence très très tôt, parfois dès les premiers jours de vie.
Une petite question encore, parce que là, on arrive déjà à presque 50 minutes d'émission. Dans ton livre, tu parles de ta propre histoire qui t'a fait découvrir aussi des choses. Toi aussi, tu es un être humain, tu as un corps, et donc tu as beau être médecin, tu peux aussi avoir des petits problèmes de santé qui te font éveiller les sens sur ce que tu pourrais réellement avoir. Tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Oui, bien sûr, merci Eric de m'y faire penser. Nous sommes médecins et probablement les cordonniers sont les plus mal chaussés, dit-on, et probablement que le médecin se soigne moins bien que les autres. Euh, Ce qui m'est arrivé est un truc incroyable. J'avais la coqueluche. Après la coqueluche, j'ai toussé beaucoup. Et le soir où j'ai toussé, j'ai eu un petit malaise d'une fraction de seconde, un dixième de seconde. Petit vertige, comme si il y avait eu un arrêt de la circulation au niveau de mon cerveau. Bref, tout rentre dans l'ordre, je m'endors le soir et le lendemain matin, au petit déjeuner, je prends mon café avec ma fille qui est en face de moi, qui me regarde et me dit, papa, regarde ton œil, la paupière est plus basse que l'autre côté. Ah bon? Je me lève, je vois, je constate ça, mais je ne ressens aucun symptôme. Je ne m'inquiète pas. J'en parle, Aucune douleur. j'en parle néanmoins à un de mes amis. Il faut toujours présenter ces symptômes à un médecin, même le plus anodin soit-il. On doit lui dire, soit il y a quelque chose ou il n'y a rien. Et ce médecin, professeur Rumbach, extrêmement prudent, me dit, Philippe, tu dois passer me voir. Je dis, mais pourquoi? Et il me rassure, il me dit, c'est pas grave, mais passe me voir. En me disant les choses comme ça, je n'ai pas vu que c'était quelque chose néanmoins de grave. Et donc, il se passe un mois, 2 mois, et je finis par aller le voir. Et il me voit, et à ce moment-là, il me dit immédiatement, va à l'IRM et on se revoit dans 10 minutes. Et effectivement, 10 minutes après, j'avais mon diagnostic, j'avais eu ce qu'il appelle une dissection de l'artère. Et Blom l'avait aussi, hein, ce diagnostic. Qui ça? Léon Blum? Une internaute qui intervenait là, un AVC, doc. Un AVC, oui, c'est ça. C'était la cause, c'est la première cause d'AVC du sujet jeune sans facteur de risque. C'est-à-dire que quand il m'a annoncé ça, tu as fait un AVC, tu as une dissection de l'adventice, la membrane qui entoure l'artère. Et ça, je me suis dit, pour sang, à mon âge, je fais une maladie d'une personne âgée. Il me dit, non, rassure-toi, c'est pas la maladie athéromateuse, c'est lié à une particularité de ton tissu conjonctif. Et voilà, on en revient au tissu conjonctif. Et on en revient au tissu conjonctif. C'est pour dire que cette maladie-là est un mode de révélation extrêmement rare d'un problème du tissu conjonctif. Et que le fait est qu'en effet, mon intestin est poreux et que j'ai cette intolérance, effectivement, au lait de vache et au gluten que nous venons de décrire. Donc oui, tout petit symptôme doit être discuté, envisagé. Et pour ceux que ça intéresse, vous allez lire mon histoire dans le livre où vous verrez cela. Alors, oui, parce que ton histoire ne s'arrête pas là, justement. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que j'en ai fait une deuxième, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare. Et où voudrais-tu m'emmener, cher Eric? L'histoire, je crois qu'elle s'arrêtait là. Oui, tu disais, parce que tu disais aussi dans ton livre que l'histoire ne s'arrêtait pas aux carotides avec leur dissection. Ça s'est Oui, poursuivi parce avec qu'effectivement, les autres vertébrales. oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai fait 2 ans après la dissection des artères vertébrales. C'est-à-dire que la même membrane qui entoure l'artère s'est déchirée au niveau d'autres artères, cette fois les artères vertébrales. Ça aurait pu être l'aorte, ça aurait pu être autre chose. Et c'est pour montrer que le tissu conjonctif, il est partout. Et qu'une anomalie constitutionnelle du tissu conjonctif, n'allez pas faire d'études génétiques, on n'en trouve jamais. Hein, ne c'est pas la peine, ne dépensez pas de l'argent. Et lorsque vous avez le symptôme, vous avez la pathologie. C'est ça qu'il suffit de savoir. Et à ce moment-là, on s'en sert comme élément du diagnostic. Donc, ça, tout ça, bien sûr, 2009, 2010, 2011, m'a convaincu en 2016 de faire cette étude et de vérifier que chez tous les gens qui avaient une laxité du tissu conjonctif, qui se manifestait rarement comme moi, mais par des entorses ou des choses comme ça, avaient bien un intestin poreux. Alors, il est une chose également très importante. Donc, ce tissu conjonctif, cette laxité que vous avez, eh bien, vous indique que vous avez un intestin fragile, prompt à faire une maladie de Crohn, quelle qu'elle soit, et plus particulièrement une maladie de Crohn invisible, qu'on appelle l'entérite microscopique. Et comme il est très difficile vis-à-vis des autres médecins
et vis-à-vis des patients également, de dire à la personne, vous êtes intolérante au lait de vache, vous êtes intolérant au gluten, j'ai trouvé des signes incroyables. Alors tout d'abord, au lait de vache. Il y a un adage, c'est celui du docteur français, toute personne qui est opérée des amygdales, de végétation, toute personne qui a des otites, bronchites, bronchiolites, angines, etc., est intolérant aux protéines de lait de vache, c'est comme ça. Et quand vous dites ça aux patients, ils disent, ah oui, c'est vrai, docteur, j'ai remarqué. D'ailleurs, ma maman me le disait, je ne peux plus boire de lait de vache, je peux plus. Donc, ok. Et pour le gluten, c'est plus difficile. On n'a pas cette petite histoire. Sauf que j'ai découvert sur la peau, là, mon métier de dermatologue revient, la peau du patient qui est allongé, des signes incroyables qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que sur leur peau, je vois au niveau des coudes ici, je vois au niveau des genoux des aspects tout à fait particuliers qu'on appelle les signes de l'intolérance au gluten non cœliaque. Donc, ce sont des signes pathognomoniques plutôt en médecine, c'est-à-dire vraiment caractéristiques. Et ces signes sont au niveau des zones d'extension, les genoux, les coudes et les Alors, comment cuisses ça se présente? également. Alors, ça se présente pour les cuisses, par exemple, par des petits picots, ce qu'on appelle une kératose des follicules pilosébacés. C'est-à-dire comme si vous veniez de vous raser, par exemple, ou une femme qui viendrait de s'épiler, ça donne cet aspect de la peau particulier. Et puis, au niveau des genoux, on a un aspect de peau plus épaisse qui est strié, comme si on avait passé un petit stylet et qui est strié. Donc, la description se trouve dans le livre, et il y a même, mon éditeur, je le remercie, M. Guy Prétaniel, il a accepté de mettre des photos. Donc, il y a 16 à 20 photos qui expliquent, tant au niveau des cuisses, que des genoux, que des coudes, etc., comment se présente cet aspect de peau qui vous dit que vous êtes intolérant au gluten. Donc, quand vous avez tout ça, la laxité, l'histoire clinique du docteur Rancé, les angines, les otites, que vous avez ces signes-là sur la peau, vous êtes bien intolérant au gluten, à ce moment-là, vous avez tout de cette maladie de Rancé et de l'épaule, et donc vous avez cette entéropathie, et donc cette entérite microscopique, dès lors que des examens biologiques très spécifiques vont venir le démontrer. Et à ce Et alors, moment-là, comment vous avez tout. la bouche nous parle également, notamment la langue? Parce qu'il y a quelques planches également sur des langues Oui, fissurées. Est-ce que tu sais nous en alors, parler? bien sûr, là, ce que je donne, c'est des renseignements pour le patient, pour l'orienter, mais le médecin, lui, il va aller chercher encore d'autres signes. Petit à petit, en examinant, en regardant de ci, de là, en posant des questions, on va trouver, nous, médecins, des signes qui vont nous aider. Alors, au niveau de la bouche, oui, il y a une langue fissurée souvent, épaissie, des fissures, des traits. On va voir les cheveux, parfois ils sont plutôt blancs. Vous allez me dire, c'est banal d'avoir des cheveux blancs. Oui, et dans cette circonstance-là, ça indique quelque chose. Donc, il y a plein de petits signes que le médecin va chercher sans vous le signaler, sans s'en rendre compte, et vous allez voir qu'il va vous poser des questions. Est-ce que vous avez des fourmis à tel endroit? Est-ce que votre jambe se dérobe par moment, etc. Donc, tout ça, ça va nous donner des arguments de poids. Parce que le plus dur à convaincre, c'est pas le malade, c'est le médecin. Le médecin qui vous a adressé le malade ou qui vous l'a pas adressé. Et ce médecin qui a dit au malade, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, toutes les prises de sang sont soi-disant normales. Celui-ci, ce malade, ce médecin, il faut le convaincre pour qu'il puisse aller plus loin et traiter le malade. Et ne pas saboter, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire dire, ben non, vous n'avez rien. Donc, pour convaincre ce médecin, j'ai besoin de tous ces petits signes qui tournent autour, ces signes de caractéristiques dans la langue, sur la peau également, dans d'autres endroits, etc. Donc, il y a des petits signes au niveau du torse, par exemple, qu'on appelle le pectus excavatum. Il y a plein de petits signes qui sont donnés dans le livre. C'est d'ailleurs assez étonnant et amusant, parce qu'à chaque fois, il y a une petite histoire, une petite anecdote. Ouais, c'est très intéressant et je le conseille également, non seulement à tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé, mais à nos collègues médecins, quelle que soit leur spécialité, ou médecins généralistes. Je voudrais juste profiter de répondre à une question qui nous a été posée sur les traitements naturels des parasitoses, parce qu'on a parlé du fluvermal, on a parlé de l'albendazole. Il y a aussi des traitements naturels, hein. Il y a des aliments qu'on peut même considérer comme
qui sont considérés comme des alicaments, je ne sais pas si c'est abusif ou pas, mais en tout cas, qui existent et qui ont leur efficacité. Je pense notamment à l'ail cru. Alors, c'est pas très agréable quand on est fragile des intestins, mais je peux vous dire que ça a une efficacité absolument redoutable, et surtout si c'est associé à des morceaux d'oignon rouge avec. On pense aussi aux graines de courge, qui Oui. ont aussi leur efficacité. Après, il y a d'autres choses, notamment au niveau des huiles essentielles, mais à mon avis, ça passe secondaire par rapport à l'ail et aux graines de courge. Il est vrai que la naturopathie nous aide. Et je dois dire que les naturopathes, c'est un monde professionnel que je ne connaissais pas beaucoup auparavant, et étaient déjà précurseurs. Ils étaient même en avance sur beaucoup de médecins. On ne doit pas se moquer de ces professionnels de la santé qui travaillent avec beaucoup de respect pour les médecins d'ailleurs. Et ça, je les en félicite parce qu'ils ne se prennent pas pour des médecins. Ils savent qu'ils ont un rôle pour expliquer aux personnes le mécanisme de telle ou telle maladie et par des choses. Et ils étaient en avance. Beaucoup d'entre eux avaient déjà compris qu'il y avait des parasites derrière une démangeaison, chose que le médecin, lui, ne voyait pas très souvent. Donc, en naturopathie, il y a des traitements naturopathiques pour les parasites. Alors moi, mon conseil, c'est la première fois un traitement médicamenteux parce qu'on va être très efficace. Et par la suite, pour les reconduites des traitements, on peut envisager des alicaments ou des compléments alimentaires qui vous seront recommandés parfois même par des médecins. Je vois pas mal de commentaires sur le fait que on a laissé tomber son médecin traitant depuis la crise de Covid. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'on n'a pas tous été très tendres et très corrects durant cette période-là. Néanmoins, les amis, ce genre d'émission, ce genre de livre que fait le professeur Philippe Imbert sont aussi une manière pour vous de vous renseigner, de prendre votre santé en main, mais également, pourquoi pas, j'ose l'espérer, d'accompagner votre médecin vers autre chose que ce qu'il connaît déjà, vers autre chose que le traitement symptomatique, le symptôme qu'on doit soigner en 11 minutes de consultation. Et il faut aussi pouvoir les aider à s'ouvrir à d'autres choses. Sinon, on va finir par se braquer les uns les autres. Ça va être la médecine allopathique contre la naturopathie, ça va être le Doliprane contre l'ail cru. Non, on a sans doute des choses à faire ensemble. Tout n'est pas acheté. Et surtout, si vous voulez entre guillemets, convertir votre médecin allopathe covido-borné à autre chose que ce qu'il connaît déjà, eh ben, il faut pouvoir lui parler et entretenir le dialogue. Exactement. Et là-dessus, nous avons la même idée, la même philosophie. Nous en avons déjà parlé, Eric. Et en effet, il ne s'agit pas de rejeter le médecin parce que les comportements n'ont pas été ceux que l'on attendait de la plupart ou de beaucoup de médecins. Mais aujourd'hui, il faut travailler avec son médecin pour, d'une part, lui expliquer que non, c'est pas dans votre tête. Et puis, l'aider à voir ce que vous voyez, ce que d'autres médecins ont vu pour vous traiter. Et puis, ça, c'est très important. Je vois aussi un N'abandonnons pas les commentaire sur médecins. les, je vois aussi un commentaire sur les probiotiques. Alors, on parle surtout des aliments probiotiques, donc ok, je vois desquels il peut s'agir, hein, notamment, on a des aliments dont on avait parlé avec le docteur Elias Barley, comme le kéfir, le lait cru, notamment le lait cru de chèvre ou de brebis, le roquefort, le camembert, etc. En ce qui concerne les probiotiques en eux-mêmes, méfiance les amis, parce que le docteur Sabine Hazan, médecin gastro-entérologue de Californie, nous avait déjà dit qu'elle avait testé 27 probiotiques qui étaient arrivés sur le marché, et en fait, dans son laboratoire, qui est quand même très bien équipé pour faire ce genre de test, elle n'en avait trouvé que 3 qui étaient encore actifs, c'est-à-dire que tous les autres étaient déjà stériles au moment d'arriver dans votre assiette. Un, ça sert à rien, vous avez gaspillé votre argent pour rien. Et deuxièmement, vous ne savez pas si les probiotiques que vous vous apportez, si tant est qu'il y en ait encore, soient ceux dont votre corps a besoin, et c'est pas du tout la même chose que le probiotique qui pourrait être utile pour votre voisin. Donc sans avoir fait une analyse, sérieuse de votre, microbiote intestinal, c'est un petit peu compliqué de vous dire de quoi vous avez besoin en termes de probiotiques. Par ailleurs, une étude suisse avait déjà prouvé depuis de longue date, non, pas suisse, israélienne, avait prouvé déjà il y a une bonne dizaine d'années, sur un petit échantillon, certes, il y avait un peu plus d'une vingtaine de personnes, mais que l'apport de probiotiques pouvait
entraînait un ralentissement de la normalisation du microbiote intestinal chez les gens qui avaient eu le microbiote perturbé, mettons, par des antibiotiques. Donc, on fait attention parce que si on se prend des probiotiques qui ne sont pas adaptés, eh ben, ils vont pas forcément faciliter le travail de réparation intestinale. Ils vont vouloir prendre la place de bactéries qui, elles, ne demandent qu'à renaître à nouveau de leur cendre. C'est Donc, vrai. prudence avec les probiotiques. Je vous préconise plutôt les prébiotiques ou les aliments qui favorisent le microbiote intestinal, comme tout ce qui est aliments fermentés. Oui. Il faut faire attention à cette. Là, il y a une mode des probiotiques. Tout le monde parle des probiotiques. Mais c'est pas une panacée, c'est pas un médicament en quelque sorte. Ça va guérir rien du tout. Ça va rééquilibrer certaines choses. Il y a des perturbations dans les probiotiques. Mais c'est pas là la maladie. La maladie, elle n'est pas dans les probiotiques. Elle vient dans la maladie de la paroi et de la muqueuse intestinale liée à votre statut, votre physiologie, votre tissu conjonctif qui est particulier, qui est propice, et la nourriture. Parmi la nourriture, nous avons identifié tous les produits laitiers de vache et le gluten. Il y a peut-être encore quelque chose. Les parasites jouent un rôle, mais ce n'est pas les probiotiques qui vont régler le problème. Pas du tout. Ça va être la prise en charge. Alors, pour revenir quand même au livre et montrer des encouragements, c'est que dans le livre, vous avez à la fois le régime qui est parfaitement bien détaillé, très très bien explicité pour dire attention, vous pouvez manger ceci, cela. Si vous allez au restaurant, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez fait un écart, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas le payer et en souffrir. On vous explique et on y revient plusieurs fois. Reprenons votre histoire, comment se présentent vos symptômes, voilà ce qu'il faut aller regarder. Dites à votre docteur de regarder ceci et voilà les analyses de sang qu'il faut faire. Tout est donné et cette analyse, elle va donner ça comme résultat et ça comme résultat. L'un qui va monter, l'autre qui descend, ce sont des dosages que personne ne fait en général. Et là, vous avez déjà les deux pieds entre la porte. Il va vous dire si vous avez telle et telle maladie. Donc, tout est bien explicité pour vous permettre, vous, patients, d'avancer petit à petit dans votre diagnostic. Merci beaucoup, Philippe. Je rappelle donc le titre de ton dernier livre, hein, Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins? Vous pouvez retrouver également, peut-être que tu peux nous les citer, tous les livres que tu as déjà écrits. On en a parlé Oui, de alors, quelques-uns. Hein. merci. Il y a le fameux livre chez Fayard, Avez-vous un bon médecin? Ça, c'est un livre fait de 40 histoires qui sont poignantes, terriblement. Elles vous saisissent, ces histoires. Et dès que vous avez fini une, vous avez envie de rentrer dans l'autre parce que elles sont incroyables. C'est des histoires de vie que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais surtout, il y a une leçon à tirer pour vous malades et une leçon peut-être pour le médecin. Premier livre, Avez-vous un bon médecin? Ensuite, il y a les parasites. Les parasites, c'est un monde incroyable et il faut rentrer là-dedans parce que vous verrez que toute votre vie, vous êtes exposé à certains parasites quand vous voyagez, etc. Et puis, dans ce livre, je parle des liens entre les poux et l'intestin, entre la gale et l'intestin. Pourquoi la gale est-elle si difficile à traiter? Parce qu'il y a très souvent un lien avec l'intestin lui-même parasité, non pas par la gale, mais par d'autres parasites qui viennent concomitamment à la gale. Et un livre dont je ne parle pas maintenant, mais j'en parlerai plus tard, c'est Votre peau me dit tout de vous. Pourquoi je n'en parle pas? Parce que ce livre n'est pas disponible pour le moment. Il est au sein d'une maison d'édition suisse. C'est très compliqué de l'avoir. Bon. Et puis, il y a les parasites dont nous venons d'en parler. Et puis, c'est ce livre, Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je pense que ce livre est une ouverture, une chance pour beaucoup de patients qui ont mal au ventre, douleurs terribles, parce que là, ils ont la chance de trouver le mécanisme, la cause et le traitement de leur maladie. Non seulement mal au ventre, mais même avec des symptômes extra-digestifs. Hein. Ne vous dites pas que si vous avez Et une surtout, migraine, c'est à cause de votre cerveau, c'est juste à cause de vos intestins. Si vous avez des excoriations, la peau qui gratte, c'est peut-être le protéine de lait de vache, c'est peut-être le gluten, c'est peut-être. Voilà, c'est pas forcément votre peau. C'est très important de exact, pouvoir distinguer l'organe de la pathologie intercurrente. c'est vrai. Merci de le rappeler. C'est vrai que, comme tout va revenir à l'intestin, j'allais dire, mais les symptômes sont tellement variés que ça peut être des tableaux neurologiques, des tableaux rhumatologiques, des tableaux de toutes sortes. Tout va ramener à un moment donné vers l'intestin. Parfait. Merci beaucoup, Philippe.
Merci à toi. On se reverra probablement pour d'autres émissions parce qu'on a beaucoup à apprendre à chaque fois que tu prends la Avec parole grand plaisir. sur notre antenne. Petite information pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui, Rainer Fulmich a été libéré. Voilà, plus d'informations sans doute Oh, plus ben c'est tard, la plus mais belle celui-là, c'est information. alors, on a une belle information, on ne va pas la Formidable. lâcher, celle-là, et on y reviendra très rapidement. Philippe, Merci merci. beaucoup. Un petit mot, Prenez Eric. soin. Il y a un fond d'écran qui est magnifique avec un panneau, mais ce n'est pas chez moi. Là, je suis. C'est le même d'ailleurs décor qu'à la dernière fois. Là, j'ai pris 5 jours de vacances. Je suis un petit peu au repos dans une petite maison de campagne, donc c'est vraiment plus light que cela. Merci. Eh bien, parfait, profites-en, et dès que je reviens du côté de Besançon, je te fais signe, et n'hésite pas à passer Avec- sur la côte d'Opale, que tu ne connais pas bien, et qui te fera ouvrir les yeux comme des lanternes. Et j'ai À appris très à te bientôt. découvrir et le grand bonhomme que tu es, le grand médecin que tu es, et plein d'autres qualificatifs que je ne peux pas dire là maintenant, mais un grand homme. Oui, Merci beaucoup, Philippe, ça me touche très fort. merci. Les amis, Bien sûr, portez-vous c'est bien vrai. et prenez soin de votre deuxième cerveau, parce que de là Exactement. viendra toute votre santé et votre bonheur. Au plaisir. Merci.